Salut! J'espère que vous allez bien. Moi je suis super ravie, comme d'habitude, de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Cette fois, on va parler d'un seul ouvrage. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'ai lu, ou plutôt j'ai dévoré le roman Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Alors, je suis trop contente de vous en parler. On m'a offert ce livre alors que j'en avais jamais entendu parler, je crois. Enfin, j'avais déjà entendu parler de l'autrice, mais pas de ce roman en particulier. Et je me suis plongée dedans sans savoir grand-chose concernant l'histoire. Mais c'était trop bien. Je sais pas si c'est un roman qui vous est familier. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur YouTube qui en parlaient. Donc je me dis que c'est aussi l'occasion de combler un peu ce vide, peut-être, je ne sais pas. Je sais pas si c'est prétentieux de dire ça. Mais ce roman a été publié en 2013 en langue originale et en français, il a été publié en 2015 par les éditions Gallimard. C'est donc une œuvre de l'autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie qui, elle, est née en 1977, qui est toujours bien vivante. Donc c'est une autrice contemporaine, on est sur de la littérature contemporaine. Et j'ai eu une telle frénésie de lecture de ce livre que je ne pouvais que vous en faire une vidéo, que vous en parler. Je vais commencer par un petit résumé de l'histoire sans pour autant trop spoiler ce qu'il se passe. Donc je pense que vous pouvez écouter cette partie de la vidéo même si vous voulez lire le livre, sauf si vous avez vraiment pas envie de savoir de quoi ça parle, mais du coup vous seriez pas là. Donc, petit résumé, l'histoire commence à Princeton, aux États-Unis, et une jeune femme noire du nom d'Ifemelou part se faire tresser les cheveux dans la ville d'à côté. Donc on n'en sait pas plus à ce moment-là, on suit cette jeune femme et son trajet pour aller se faire tresser les cheveux, son trajet en train, tout ça, et il commence à y avoir quelques réflexions. Et petit à petit, on comprend un petit peu plus qui elle est. Donc il s'agit d'une femme nigériane qui est venue vivre aux États-Unis il y a un certain nombre d'années, on ne sait pas quand, et on comprend qu'elle est une blogueuse très connue aux États-Unis et qu'elle tient un blog sur les questions raciales. On apprend aussi qu'elle vient de fermer ce blog, qui l'a rendu célèbre, qu'elle a vendu son appartement et qu'elle prévoit de retourner vivre au Nigeria. Une fois au salon de coiffure, Ifemelou observe ce qui se passe autour d'elle, donc c'est l'occasion pour l'autrice de nous décrire un lieu bien particulier, mais aussi de commencer à nous faire entrer dans les pensées d'Ifemelou, et là, bon, je vais pas faire un résumé scène par scène de tout ce livre qui fait 700 pages, évidemment, mais c'est pour poser un peu le décor, parce que j'ai trouvé que ce début était très intéressant, et donc on va comprendre un petit peu mieux pourquoi Ifemelou veut rentrer au Nigeria. Même elle ne le sait peut-être pas vraiment, mais on commence à comprendre des motivations qui pourraient être la cause de ce retour, et on commence à avoir certaines réflexions sur la vie aux États-Unis, la différence avec la vie au Nigeria, tout ça. Et quand on est dans ce salon de coiffure, en fait, on est rapidement plongé dans les souvenirs de la protagoniste. Donc on est transporté au Nigeria des années auparavant, et c'est donc un flashback, tout simplement. Et on reprend l'histoire à partir de là, en quelque sorte. Ce qui fait la transition, c'est les cheveux. C'est le fait qu'Ifemelou est en train de se faire tresser les cheveux. Ifemelou compare ses cheveux à ceux de sa mère et explique que pour sa mère, ses cheveux, c'était une gloire. C'était ce qui en faisait sa fierté, en quelque sorte. C'est ce qui faisait sa beauté. Et elle nous raconte directement cette scène où le jour où sa mère est devenue folle en quelque sorte et qu'elle s'est rasé les cheveux. Et ça permet d'évoquer le rapport que sa mère entretient avec la religion, parce que c'est pour des motifs religieux qu'elle s'est coupé les cheveux. Et en fait, le motif des cheveux, le thème des cheveux, thème très fort, est central dans le roman, parce que sur différents plans, les cheveux renvoient quelque chose, sont un symbole, et on va développer ça un petit peu au long de la vidéo. Donc vous voyez déjà qu'on a des retours dans le temps, on a une temporalité qui n'est pas du tout linéaire, il n'y a rien d'absolument chaotique dans la manière dont c'est construit, on comprend toujours où on est, à quelle époque, mais on a ce jeu avec les temporalités. Le livre est divisé en 7 parties de longueur inégale. On est d'abord aux États-Unis, je vous dis on retourne au Nigeria dans les souvenirs d'Ifemelou, on revient aux États-Unis. À ce moment-là, dans la première partie, il y a cette alternance entre le moment où elle se fait tresser les cheveux au salon de coiffure et ses souvenirs de sa vie passée qui ressurgissent d'autant plus qu'elle s'apprête à rentrer au Nigeria et qu'elle a des doutes sur sa décision. On circule dans le temps, mais comme vous le comprenez, on circule aussi dans l'espace. On va, dans ce livre, explorer 3 continents. Là, vous voyez qu'il y a l'Amérique du Nord plus précisément, et l'Afrique, mais on va aussi aller en Europe. Peut-être que la principale raison pour laquelle Ifemelou rentre au Nigeria, c'est pour son amour de jeunesse qui s'appelle Obinze. Très rapidement, donc, on comprend qu'il y a quelque chose avec cet homme avec lequel elle correspond,
un petit peu. Pendant qu'elle est au salon de coiffure, elle lui envoie un mail, puis elle commence à parler de lui comme s'ils étaient encore ensemble, comme s'ils allaient se marier, alors qu'on comprend qu'en fait elle est avec un autre homme. Déjà, dès le début, le personnage d'Obinze est placé au centre, et la deuxième partie va se concentrer sur la vie d'Obinze, ses expériences à lui pendant que Ifemelu était aux États-Unis, parce qu'on apprend qu'Ifemelu est aux États-Unis depuis 13 ans, donc ça fait un moment. On va régulièrement suivre la vie d'Obinze, bien qu'Ifemelu reste le personnage principal qu'on suit en priorité, mais on est dans un roman polyphonique avec plusieurs voix, plusieurs narrations, plusieurs récits, plusieurs expériences. Donc ça va être... Enfin, je vais le développer parce que de quelles expériences est-ce qu'on parle exactement, mais ça, c'est très important et très intéressant. Alors, je dis que c'est un récit à plusieurs voix, mais c'est un récit écrit à la troisième personne du singulier. Il n'y a pas d'usage du je, c'est plutôt un récit à plusieurs points de vue en réalité, mais ça fait entendre des voix différentes. Americana, de ce bref résumé, qui est plutôt un résumé de la première partie que je vous ai faite, on le comprend, c'est une histoire d'amour, un amour qu'on ne comprend pas au début et qui progressivement nous est révélé à travers les souvenirs et à travers les pensées des personnages. Donc le texte déroule lentement cette histoire d'amour et les raisons qui ont mené à la séparation et peut-être aux retrouvailles, ça j'ai pas trop envie de vous dire, mais voilà, si vous voulez savoir un peu de quoi Americana parle, c'est ça, c'est l'histoire de deux Nigérians qui se sont aimés, qu'on rencontre quand ils sont adultes, chacun un peu à un bout du monde. On va suivre leurs expériences, leurs aventures à l'étranger, leur retour au Nigeria. Le premier point d'analyse, on va dire, que je propose, c'est sur ce terme d'Americana qui donne son titre au roman, et sur les rapports entre les différentes cultures et les identités. Americana, au Nigeria, c'est un terme qui est employé pour désigner une personne qui est influencée par la culture américaine, souvent une personne qui est partie aux États-Unis et qui en revient changée. Chimamanda Ngozi Adichie dit dans une interview que c'est moqueur, mais que ce n'est pas du tout méchant. Quand Ifemelu revient à Lagos, elle se fait souvent traiter d'Americana par ses amis qui sont restés au pays, enfin spécifiquement par une de ses amies. Et à mon sens, le roman porte très bien ce titre parce que c'est d'abord un roman qui traite de l'immigration et de ce que les cultures et les expériences dans d'autres cultures font à l'identité des personnes, des personnages. Je trouve que l'autrice montre très bien le désir pour les étudiants et les étudiantes nigérians de partir, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. C'est un enjeu qui apparaît vraiment central. Quand on est dans la période où ils sont au lycée, on voit que tout le monde ne pense qu'à ça, ne pense qu'à obtenir un visa étranger. Il y a tout cet enjeu de pouvoir partir, de qu'est-ce que tu fais après tes études, est-ce que tu pars. Obinze, lui, rêve de partir aux États-Unis, mais obtenir un visa, c'est très compliqué. Ifemelu, elle, n'a pas l'ambition de partir aux États-Unis. Tous les deux, après le lycée, ils restent au Nigeria pour faire leurs études, mais à cause des grèves des professeurs qui ne prennent pas fin, ils ne peuvent pas continuer leurs études. Donc Ifemelu décide de partir aux États-Unis parce que sa tante y a déménagé. Après qu'il lui soit arrivé une histoire un peu rocambolesque, mais très intéressante à suivre parce que je pense que l'autrice voulait montrer une certaine condition de certaines femmes au Nigeria à travers ce personnage de la tante. Ifemelu part aux États-Unis, elle réussit à obtenir un visa et elle part vivre aux États-Unis, elle continue sa relation à distance avec Obinze. Le fait qu'on ait à la fois l'histoire d'Ifemelu et l'histoire d'Obinze, bien que la première prenne un peu plus de place, ça permet de montrer deux expériences de l'immigration, une que l'on pourrait dire réussie, entre guillemets, et une que l'on pourrait dire ratée. Ifemelu, au début, a beaucoup de mal aux États-Unis. Elle a du mal à trouver un travail, elle n'arrive pas à trouver un emploi, donc elle est très pauvre. Et il va lui arriver une expérience très violente, très destructrice à ce moment-là, en plus de la précarité extrême dans laquelle elle vit, qui va entraîner la fin de sa relation avec Obinze. Puis ensuite, elle va rencontrer des gens qui vont l'aider, on va dire. Elle va entretenir une relation avec un blanc américain, et là, les portes vont s'ouvrir en quelque sorte, elle va décrocher un super travail, on va lui obtenir un permis de travail permanent, la possibilité de rester après ses études, ce qui est pas négligeable, et on voit que d'autres personnes dans l'entourage d'Ifemelu qui étaient dans sa situation n'ont pas cette chance. Obinze, de son côté, va lui partir en Angleterre. Ça va être très compliqué parce qu'il ne va pas réussir à travailler. En fait, il n'a qu'un visa pour quelques mois et il ne peut pas travailler, donc il doit emprunter des cartes de travailleurs d'autres personnes. Au final, il va être éjecté du pays parce que l'Angleterre a cette politique de remigration, c'est-à-dire qu'on renvoie les immigrés dans leur pays. C'est une lecture en plus qui a beaucoup résonné avec l'actualité, donc voilà. Mais peut-être que certaines personnes devraient lire des romans comme Americana, ça leur ferait pas de mal, je pense. Enfin, j'ai pas envie d'entrer dans un discours politique, là, même si c'est difficile de parler d'un texte comme celui-ci sans entrer en politique, mais je veux pas non plus qu'on se méprenne sur mon avis vis-à-vis et
de l'ouvrage et de la situation actuelle. Je trouve que, bon, déjà c'est pas possible, mais que ce serait bizarre de faire quelque chose d'absolument neutre, donc j'espère que ça vous conviendra. Mais donc, l'Angleterre a cette politique de remigration. Obinze, lui, sait que quand on le renvoie au Nigeria, il ne tentera pas de retourner en Angleterre, mais bon, une longue dépression. Si je dois souligner un des points qui m'ont marqué, c'est que quand Obinze est en Angleterre, donc il a un petit peu de famille là-bas et un ami du lycée qui a beaucoup changé. Et donc il côtoie le cercle d'amis de cet ami-là, mais qui n'a plus grand-chose en commun avec Obinze finalement. Et il rencontre tout un tas de personnes qui comprennent l'immigration, qui tolèrent l'immigration, qui disent que bah oui, quand même, c'est normal de fuir un pays en guerre, c'est normal de fuir un pays où on ne peut plus vivre. Et lui, il se dit, c'est fou parce que ces gens-là comprennent ça, mais moi je me sens encore plus mal parce que il n'y a aucune place pour le désir de partir. C'est-à-dire que les gens comprennent qu'on veuille partir d'un pays dans lequel les conditions d'existence relèvent de la survie, mais pas qu'on puisse vouloir partir juste pour voir autre chose, juste pour un désir de partir, pour un désir d'expérience nouvelle. Et ce désir de partir pour vivre autre chose, ce désir de partir pour quitter peut-être une existence qui ne nous convient pas exactement, mais qui n'a pas on va dire, le sceau de la guerre ou de la famine, et bien ça les gens le comprennent pas. Et c'est ça aussi le grand malheur de l'immigration qui est montré dans ce roman. Donc j'ai trouvé que c'était bien traité dans le roman, que c'était subtil, qu'on n'avait pas une expérience unique, mais qu'on avait une pluralité d'expériences, parce qu'évidemment, on a Ifemelu et Obinze, mais on a toutes les personnes qui rencontrent aussi et qui témoignent de leurs expériences, et on a quelque chose qui est nuancé. J'ai lu certaines critiques qui disaient « Oh, encore un énième roman sur l'immigration, machin ». Bon, moi, en fait, il se trouve que j'en ai pas lu tant déjà pour commencer, et je trouve que c'est très bien fait et que le discours de Chimamanda Ngozi Adichie est important. Ensuite, il faut préciser que l'immigration aux États-Unis relève d'un cas très spécifique d'immigration, on va dire. Quand Ifemelu arrive aux États-Unis, elle découvre qu'elle est noire. C'est ce qu'elle dit quand elle revient à Lagos. Elle dit « En descendant de l'avion à Lagos, j'ai cessé d'être noire ». Ce qui est en jeu, c'est la question de la race. Alors, l'usage de ce terme, je sais, est polémique. Là, évidemment, je ne l'emploie pas du tout dans un sens biologique, mais dans un sens sociologique, de construction sociale des races. Pour autant, je vais pas trop le marteler, parce que ça peut quand même peut-être être quelque chose de dérangeant. Et c'est le mot qu'emploie l'autrice, et c'est la manière finalement dont les États-Unis vivent la question de la couleur de peau, la question de l'origine. Chimamanda Ngozi Adichie parle du tribalisme américain, avec la religion et la race et le poids qu'ils ont. Et il est vrai que les États-Unis n'ont pas du tout le même rapport à ces questions-là que nous, Européens, je pense, en tout cas. Peut-être qu'on peut en discuter. Et qu'il y a quelque chose de très particulier dû à l'histoire. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'historiquement construit, c'est une évidence. Ifemelu va noter une différence entre les Afro-Américains et les Noirs non-américains. C'est quelque chose qui est assez prégnant. D'ailleurs, elle va sortir avec un Noir américain. Elle l'appelle le Noir américain quand elle le désigne. Donc, il lui est étranger en quelque sorte. Il est différent d'elle. Et elle va montrer qu'il est parfois plus facile pour elle de créer des liens avec d'autres immigrés qu'avec des Afro-Américains. Et il y a le cas particulier de son cousin Dike, qui est donc le fils de la tante d'Ifemelu, et donc qui est né au Nigeria, qui a vécu les premières années de sa vie au Nigeria, mais qui ensuite grandit aux États-Unis avec sa mère, et qu'Ifemelu va voir grandir aux États-Unis, et qui va de plus en plus se poser des questions sur son identité, sur qui il est. Et j'ai trouvé, encore une fois, que c'était très fin, très bien de montrer des situations intermédiaires qui empêchent un manichéisme, vous voyez, qui empêchent de dire « Ah bah c'est comme ça » ou « c'est comme ça ». Et on le voit particulièrement quand Ifemelu se demande quelle association son cousin rejoindrait à l'université. Est-ce qu'il serait avec les étudiants afro-américains ou avec les étudiants noirs non-américains? Je sais plus exactement le nom des associations. Mais voilà, parce qu'il y a ces deux groupes-là qui ne se recoupent pas en fait. Donc encore une fois, j'ai trouvé les analyses subtiles et importantes. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Ifemelu tient un blog où elle traite des questions raciales, et on a des extraits de son blog, on peut lire donc les analyses qu'elle poste sur son blog, et ce sont toujours des anecdotes tirées de la vie quotidienne à partir desquelles elle théorise. Voilà pour les différents rapports entre culture au pluriel et identité au pluriel, notamment au prisme du thème de l'immigration. Ce que j'ai trouvé vraiment bien aussi dans ce livre, c'est la manière dont il parle de nous. Vous voyez, un peu à la manière des lettres persanes, Ifemelu vient porter un regard sur nous occidentaux, sur ce qu'on fait. Alors certes, il y a de nombreuses différences entre les États-Unis et l'Europe, je suis pas du tout en train de dire que c'est la même manière de vivre exactement, mais je pense que la dénomination d'occidental, d'occidentaux déjà montre qu'il y a un lien de toute manière entre les États-Unis
et l'Europe. Je vais pas rentrer dans un débat sur est-ce que les États-Unis et l'Europe c'est la même chose, mais dans ce qui fait mes loups remarque d'étranges parfois aux États-Unis, bah il y avait des choses que moi je pouvais faire et je me considère pas comme particulièrement américanisée. Vous voyez. En même temps c'est des trucs tout bêtes comme tremper 2 fois son petit bâtonnet ou son petit légume dans la sauce quoi, ça se fait pas. Et donc on est confronté à des certitudes. C'est ça qui m'intéresse, c'est que t'es confronté à des certitudes, à des choses, je dis ah bah oui mais en fait c'est vrai, c'est chelou, je fais ça. Parfois ça pouvait être ce type de réaction et d'autres fois ça vient pas remettre en question une certitude mais plutôt la renforcer, comme par exemple le fait qu'il faut pas frapper ses enfants, qui est donc un thème qui est un petit peu inséré à un moment donné. Donc l'autrice invite à questionner les cultures, les identités, elle invite à se questionner sur ce qu'on fait et elle pousse presque à la normativité, à réfléchir à est-ce que ça c'est bien ou est-ce que ça c'est pas bien, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, est-ce que je peux frapper mes enfants, est-ce que je peux tremper mon bâtonnet 2 fois dans la sauce, vous voyez, on passe sur des niveaux un petit peu différents, mais elle invite à se questionner sur ce rapport-là aux autres, au monde et à soi. Et d'autant plus que Ifemelu revient au Nigeria, qu'elle est considérée comme une Americana, donc c'est une personne qui est influencée par la culture américaine. Donc même au Nigeria, ensuite, elle a un regard d'étranger, d'étrangère. Moi, j'imagine que c'est très bateau de dire qu'elle est entre 2 cultures et entre 2 identités, mais c'est le cas, et je trouve que c'est bien montré dans le livre, voilà, tout simplement. Elle porte ce regard-là extérieur sur le Nigeria. Elle va une fois à une réunion avec d'anciens étudiants qui ont vécu aux États-Unis et ils se regroupent entre eux. Vous voyez, il y a ce truc pas sectaire, mais voilà, quoi. On a ce petit groupe de personnes. Alors elle, ça lui convient pas, mais voilà, il y a tous ces rapports-là différents aux cultures, aux identités, au fait de rester au même endroit ou au fait de partir, qui est extrêmement bien traité dans le roman, je trouve. Venons-en à l'histoire d'amour. Pour moi, Americana est d'abord un roman qui parle de l'immigration, qui parle des cultures, des identités, des différences, des similarités. Mais c'est aussi une belle histoire d'amour, il faut le dire. Ce qui est intéressant, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. On peut être à la fois hyper intéressé par les réflexions d'Ifemelu sur son blog ou dans sa vie de tous les jours, sur les problématiques raciales aux États-Unis, qui englobe notamment les cheveux, qu'est-ce qu'on fait de ces cheveux, est-ce que je dois absolument les lisser, et ça c'est vraiment très intéressant. Donc on peut être absolument pris par ça, passionné, très intéressé, apprendre beaucoup de choses aussi, et être gaga devant une histoire d'amour. Donc on peut apprécier les deux, on peut avoir hâte de connaître la suite de l'histoire, de connaître ce qui arrive au personnage. Et c'est un assez grand tour de force, je trouve, de montrer que les deux peuvent coexister, que la théorie, on va dire, que quelque chose qui est considéré comme un peu plus intellectuel, et que la romance, qui est généralement d'ailleurs associée à quelque chose de féminin, un genre féminin, peuvent coexister. Je trouve que ça défait l'élitisme en littérature. L'autrice propose une autre voie, elle propose de tout mettre sur le même plan et qu'on assume qu'on peut à la fois kiffer lire quelque chose d'hyper intellectuel et de kiffer lire une histoire d'amour, où on sait évidemment comment ça va se finir, où on sait que les personnages sont injustes avec les gens qui les entourent, mais on a envie qu'ils se retrouvent, quoi. Donc moi-même, j'ai été happée par ces deux aspects. Ce qui est fort, c'est que je sais même pas si j'ai vraiment aimé les personnages. Ifemelu d'ailleurs a un côté un peu agaçant, mais sans les aimer, il y a quelque chose qui faisait que je voulais connaître leur histoire, je voulais savoir ce qui leur arrivait, ce qui allait leur arriver, et en fait, je m'y suis intéressée au sens profond du terme. On s'intéresse à l'autre, et je pense qu'il y a dans ce livre quelque chose qui crée beaucoup d'empathie, qui nous montre à voir une autre vie que la nôtre, qui nous fait ressentir une autre condition que la nôtre, et ça c'est très très important, je trouve en tout cas. C'est très beau, c'est très fort, et l'autrice fait ça avec brio, de nous mettre dans la peau de l'autre, et de se dire 2 secondes, ah mais oui, mais en fait, je voyais les choses comme ça, mais peut-être que je peux les voir aussi comme ça, et ça a l'air bête, mais il y a la majorité des livres n'arrivent pas à faire ça, n'arrivent pas à nous plonger dans le quotidien de l'autre au point qu'on en revienne à repenser des certitudes qu'on pouvait avoir, certaines que je n'avais pas du tout, mais vous voyez quand je dis qu'il faudrait faire lire ce livre un petit peu. En ce qui concerne l'histoire d'amour elle-même, j'ai été un peu perplexe, parce qu'en fait, moi j'aime pas l'idée de l'âme sœur, j'aime pas l'idée d'un grand amour qu'on fantasme, dire qu'on aime quelqu'un pendant 10 ans quand on ne voit pas cette personne, qu'on ne lui parle pas, qu'on pense à peine à elle, mais se raccrocher à l'idée qu'en fait il y a le grand amour de ma vie quelque part. Bon, moi c'est pas quelque chose en lequel je crois, je ne crois pas que ça ce soit de l'amour, et je trouve qu'il est profondément injuste de fantasmer un amour au détriment d'un amour réel qui existe en plus. Enfin, en tout cas, qui est présenté comme tel. Pour moi, l'amour se vit et ne se rêve pas. Mais bon, j'ai passé 1 an à réfléchir sur ce sujet quand je faisais mon mémoire de philo sur l'amour, donc
je, je m'arrête, et c'est vrai que j'en suis venue à avoir des idées un peu arrêtées, que j'avais déjà avant, mais là c'était une excuse en fait. Et vous voyez, malgré le fait que je n'aime pas l'amour qui détruit les autres autour, l'amour qui fait du mal parce qu'il se pense unique et qui se pense plus grand que tout, je dois reconnaître que j'ai été assez charmée par l'histoire des personnages, par leur relation qui est... En fait, on en voit plusieurs étapes et c'est doux, c'est beau, c'est fort. Enfin, il y a vraiment... Je trouve que même dans la construction de l'histoire d'amour, il y a quelque chose qui est fondamentalement très très réussi, quoi. Et on peut dire c'est hyper simple de réussir une histoire d'amour, et je ne pense pas, et j'ai déjà lu des livres où c'était absolument chaotique. Enfin, tu n'y crois à aucun moment. Et j'ai vraiment été bouleversée aussi par les raisons de la séparation de ces deux amoureux, de ces deux amants. Je vous en dirai pas plus, je vous dis ni ce qui s'est passé à ce moment-là, ni comment ça finit, mais sachez que j'ai été aussi convaincue par l'histoire d'amour qui, au début, me laissait un petit peu perplexe. En ouvrant le livre, j'ai directement pensé à un essai de James Baldwin qui s'appelle La prochaine fois le feu, que j'ai juste là, qui est un livre absolument incroyable, une de mes meilleures lectures de l'année 2023. Et sachez que ce livre est explicitement cité dans le texte. À un moment, elle parle de La prochaine fois le feu de Baldwin qu'on lui a conseillé de lire et qu'elle dévore et qu'elle adore. Et j'aimerais vous lire un petit passage de son blog qui me fait penser beaucoup à ce que Baldwin dit de La prochaine fois le feu, avant de vous en parler peut-être un petit peu plus en détail. La solution la plus simple au problème de la race en Amérique, l'amour romantique. Pas l'amitié. Pas le genre d'amour sûr, superficiel, dont l'objectif est de préserver le confort de deux personnes. Mais le véritable amour romantique, profond. Celui qui vous affole et vous laisse pantelant, qui vous fait respirer à travers les narines de votre bien-aimé. Et parce que cet amour profond est si rare, parce que la société américaine est organisée de manière à le rendre encore plus rare entre noirs américains et blancs américains, le problème de la race en Amérique ne sera jamais résolu. Pour expliquer un peu ce que je veux dire par là, je vais vous parler un petit peu plus de cet ouvrage que je vous recommande 1000 fois de lire, vraiment. La prochaine fois le feu est un recueil de 2 textes, dont le premier s'intitule « Et mon cachot trembla, lettre à mon neveu à l'occasion du centenaire de l'émancipation » et le deuxième s'intitule « Au pied de la croix, lettre d'une région de mon esprit ». Alors le premier texte est assez court et la majorité de La prochaine fois le feu est compris dans le second texte, donc au pied de la croix, lettre d'une région de mon esprit. Dans ce texte, Baldwin explore les liens entre l'amour, la race et la religion aux États-Unis. Il considère encore à cette époque, de sa pensée, de son œuvre, que l'amour peut être une solution au problème racial aux États-Unis, c'est-à-dire à la ségrégation, au racisme systémique, etc. Et c'est ce qui est dit explicitement dans l'article de blog d'Ifemelu. C'est-à-dire que l'amour romantique profond est une solution au problème racial, mais que ce problème ne sera jamais résolu parce que finalement, l'amour est empêché, notamment entre noirs américains et blancs américains. Baldwin analyse la situation des blancs américains comme volontairement aveugles et dénués de sensualité. Et ce manque de sensualité empêche l'amour qui pourrait seul ouvrir les yeux des Américains aveugles qui refusent de voir ce qui se passe finalement et qui réécrivent l'histoire. Parce que selon Baldwin et selon Chimamanda Ngozi Adichie, seul l'amour permet l'empathie, permet de se mettre à la place de l'autre, permet de voir à travers les yeux de l'autre, ça c'est l'image de Baldwin, et de respirer par les narines de son bien-aimé, ça c'est l'image de Chimamanda Ngozi Adichie. Pour Baldwin, il faut retrouver un lien au corps, un lien à la sensualité, pour retrouver ce lien à l'amour et peut-être solutionner le problème racial aux États-Unis. Il faut retrouver un lien au corps pour retrouver un lien d'amour à l'autre. Et cet amour chez Baldwin est un mélange, ou une union plutôt, du charnel et de la tendresse, et comme je l'expliquais dans ma vidéo sur Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre et leur rapport à l'amour, la manière dont ils ont essayé de le réinventer, il y a beaucoup dans les écrits de personnes issues de minorités cette idée que l'amour c'est une union entre le désir, ce qui est charnel, et la tendresse qui peut-être pourrait relever d'un sentiment plus amical, mais qu'il faut cette tendresse, il faut les deux pour l'amour, pour un amour juste et un amour qui réveille les consciences finalement, un amour qui permette de ouvrir les yeux, de recréer un lien d'amour. L'amour doit entraîner l'amour, vous voyez. Il faut retrouver l'amour pour retrouver l'amour. Et donc, l'amour est un acte, est un choix. Et pour Baldwin, ce sont les noirs en conscience et les blancs en conscience qui doivent ouvrir les yeux et recréer l'amour. Et il dit, sinon cette prophétie est sur nos têtes, et Dieu dit à Noé, vois l'arc en le ciel bleu, l'eau ne tombera plus, il me reste le feu. Bon, l'ouvrage de Baldwin mériterait qu'on en parle beaucoup plus longuement, et je vous conseille vraiment de le lire par vous-même, surtout qu'il est facilement trouvable, facilement accessible, qu'il est court
et qu'il est important et que même si on n'est pas d'accord avec ce que Baldwin dit, même si on considère que l'amour ne peut en aucun cas être une solution à un problème comme celui-ci, même si sa posture peut paraître naïve, déjà elle ne l'est pas, mais il faut le lire. Et donc on y est, une autre référence incontournable sur les questions raciales, la question de l'amour et le féminisme, parce qu'on va y venir, c'est À propos d'amour de Bell Hooks, que j'ai juste ici. Il a été récemment traduit en français aux éditions Divergence, qui sont de très belles éditions. Alors je ne sais pas si vous avez lu ce livre, et ce que vous en avez pensé, mais je serais hyper curieuse de le savoir, de vous entendre à ce sujet en commentaire, vraiment, parce que moi je dois reconnaître que je n'ai pas aimé ce livre, et que j'ai trouvé que Bell Hooks échouait à faire ce que Baldwin excellait à faire, ce qu'il avait vraiment réussi à créer dans son texte, à savoir une vraie problématisation des rapports entre l'amour, la question raciale, et en plus Bell Hooks ajoute le féminisme, et Baldwin, lui, a cet aspect de la religion qui est très important pour lui. Donc je vous recommanderais plutôt de lire Baldwin et d'autres ouvrages de Bell Hooks peut-être, parce que je pense que c'est pas ce qu'elle a écrit de mieux. Bell Hooks est quelqu'un de très 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 important, hein, je dis pas du tout le contraire, mais j'ai trouvé ce livre un petit peu décevant, surtout au regard de l'importance que ces questions portent. Mais cette mention de Bell Hooks et de son ouvrage me permet de venir à un dernier point, qui est la question du féminisme. Est-ce que Americana est un livre féministe? Chimamanda Ngozi Adichie est connue pour être une autrice féministe, et elle a écrit notamment 2 textes. D'abord, Nous sommes tous des féministes, qui est d'abord une conférence qu'elle a ensuite publiée et qui est disponible en français, dans lequel elle expose sa théorie féministe. Alors je n'ai que feuilleté ce texte, je n'ai pas eu le temps de le lire en entier, comme le suivant d'ailleurs, mais ça peut être des prolongements intéressants. Si vous vous intéressez à ces questions et si cette vidéo vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur Chimamanda Ngozi Adichie, moi je pense que je vais lire ce livre et le suivant. Donc il y a ce texte, Nous sommes tous des féministes, et elle a aussi sorti en 2017 Cher Ijeawele, qui est aussi un manifeste féministe, mais écrit sous la forme d'une lettre qu'elle adresse à une de ses amies qui vient d'accoucher et qui lui a demandé des conseils pour une éducation féministe. Je dirais que Chimamanda Ngozi Adichie a un féminisme qui est simple, accessible, qui naît d'une observation et d'un vécu. Alors, je vais pas faire une théorie du féminisme et des féminismes, mais il y a plusieurs féminismes. Voilà, c'est pas du tout un courant unifié. Comme je n'ai pas lu en détail les 2 ouvrages que je viens de mentionner, je ne vous parle ici que du féminisme dans Americana. Et je dois dire qu'il y a quelque chose qui m'a dérangée, c'est le point qui m'a dérangée, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait une forme de male gaze, en tout cas je l'ai ressenti comme ça, et j'ai beaucoup cherché sur internet pour avoir des avis à ce sujet, j'ai vu personne qui avait écrit quelque chose par rapport à ça. Donc je sais pas si j'hallucine, je sais pas s'il y a une distance que j'ai pas réussi à voir entre ce que l'autrice écrit ou dit et ce qu'elle pense, mais il y a beaucoup de descriptions de personnages en général, et ça je dois reconnaître que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire. D'ailleurs je me suis rendu compte en lisant ce livre que tant mieux, parce que c'est pas quelque chose que j'aime. Donc on décrit les hommes comme les femmes, enfin on décrit les deux, mais la manière dont les femmes sont décrites, on parle toujours des formes généreuses ou non, ou du fait qu'une femme est trop maigre ou trop grosse, ou son décolleté qui met ses seins en avant. J'ai pas trop compris pourquoi. C'est pour ça que si vous avez lu ce texte, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis. Est-ce que je suis passée à côté de quelque chose à ce niveau-là ou pas? Est-ce que vraiment il y a quelque chose d'un peu bizarre dans les descriptions? Donc je sais pas, dites-moi. Mais c'est vrai que ça, c'est un aspect qui m'a mis un peu mal à l'aise, que j'ai pas trop compris. Mis à part ça, on a une vision des femmes et de leur éducation très intéressante. Le livre prône l'émancipation féminine, la découverte du corps sans tabou, la découverte de la sexualité, le fait de s'affranchir des normes, des codes, de ce qu'on impose aux femmes. C'est un roman qui est vraiment engagé pour la liberté des femmes, il n'y a aucun doute là-dessus, et qui par ailleurs est particulièrement intéressant puisqu'il lutte contre les dictates, les normes imposées surtout aux femmes noires. C'est là que la thématique des cheveux était notamment abordée. Donc il y a cette intersectionnalité. Ifemelou est une héroïne intéressante, qui a des défauts, qui fait des choses que le lecteur peut juger répréhensibles. Donc on a une héroïne qui n'est pas du tout parfaite, qui ne répond pas à l'idéal de la femme parfaite. Et l'autrice propose donc un personnage féminin qui sort des normes, un personnage exubérant, qui ne se laisse pas faire, qui s'assume. Mais ça, évidemment, c'est pas une constante dans tout le roman. Elle a des moments de doute et elle a des moments où elle se sent plus faible, plus vulnérable. On a juste quelque chose de normal qui est une bonne construction de personnages complexes. Et à côté, c'est vrai que certaines femmes peuvent paraître plus stéréotypées parce qu'ils sont moins développés. Mais moi, ce que j'en retiens, ce que je trouve important, c'est que l'autrice fait voir une galerie de personnages féminins qui ont toutes un rapport à la norme, un rapport aux normes
différents, notamment en ce qui concerne l'amour par exemple. Elles ont des modes de vie différents et c'est ça qui est très important et je pense pas que l'autrice les dénigre. Je pense simplement qu'elle a voulu montrer plusieurs modes de vie qui ne sont pas tous des modes de vie féministes. Et il n'y a pas de normativité finalement. Enfin, comme je le disais, il y a des extraits de blog, des extraits de mails dans le roman. Ça, c'est très important parce que en brisant les codes, en brisant les genres, l'autrice propose de sortir d'une littérature pensée par les hommes, faite par les hommes. Donc, remettre en question les genres, briser les genres, c'est quelque chose de féministe. Chimamanda Ngozi Adichie, en faisant ça, propose une autre voie, hors du masculin tout-puissant, hors de la littérature pensée par les hommes, pour les hommes. Voilà, donc en dépit des quelques éléments qui ont pu me laisser perplexe, j'ai vraiment beaucoup aimé Americana, que je vous remets là. Et je peux pas nier que j'ai été absolument prise par ce roman, quoi. J'arrivais pas à m'arrêter de lire. J'ai l'impression d'en ressortir grandie, en plus, parce que comme je vous le dis, j'ai l'impression d'avoir appris des choses, d'avoir ressenti des choses qui me font grandir. Donc je remercie vraiment Victoria de me l'avoir offert. Et j'aimerais beaucoup découvrir d'autres livres de l'autrice. Comme je le disais dans ma dernière vidéo, j'aimerais beaucoup lire L'Hibiscus pourpre, parce que ce roman m'avait été conseillé il y a quelques mois. Dites-moi si vous avez déjà lu Americana, si vous avez envie de le lire peut-être à l'issue de cette vidéo, et ce que vous en avez pensé surtout. Moi, je vous souhaite de faire de très belles lectures, prenez soin de vous et à bientôt.